Jamais. Force est de constater, néanmoins, que la société dans laquelle nous vivons est elle-même une société violente, qui crée de la violence. La concurrence de tous avec tous, y compris pour rentrer sur le marché du travail ou dans l'entreprise, les discriminations rampantes, la ghettoisation de certains quartiers, le culte du paraître et de l'avoir toujours plus, l'impunité aussi qui apparaît des plus puissants, mais aussi l'évolution de la société, comme par exemple l'évolution de la famille, les difficultés aujourd'hui de l'école, sont autant de réalités qui mettent à bas les fondements de notre contrat social et le respect que nous nous devons les uns aux autres. Je crois que cette situation alimente véritablement les ferments de la violence. Et faute d'un projet qui rassemble à nouveau les Français autour d'une société que nous voudrions construire, porteuse de valeurs, de justice, de laïcité, de respect et aussi d'autorité, eh bien, notre pays s'engage dans une fuite en avant d'inquiétude et même de peur très anxiogène. Nous ne pouvons pas laisser faire cela. Nous n'acceptons pas que l'insécurité devienne une fatalité dans notre pays. Et pourtant, des formes nouvelles et répétées de violence voient le jour. Les violences contre soi-même, les violences contre les autres, bien sûr, mais aussi les violences contre les institutions, en allant jusqu'à l'absurde quand on voit des jeunes et des moins jeunes mettre le feu à une école, caillasser des policiers, des gendarmes et même des pompiers ou des centres sociaux. Voilà dans quelle situation on nous a menés dès lors qu'il n'y avait pas les moyens pour combattre la violence. Cette situation est dangereuse pour la France. Elle nourrit aussi les rancœurs, les conflits, les peurs. Les socialistes ne laisseront pas la France dériver ainsi. Nous prenons dans ce domaine comme dans les autres nos responsabilités et c'est l'objet de notre réunion d'aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de tapage ni de gesticulation pour dire que les élus et d'abord les maires, je salue tous ceux qui sont là, le maire de Toulouse particulièrement, inventent tous les jours sur le terrain des réponses pour pouvoir agir contre l'insécurité. Au plan national, la gauche est sur ce sujet souvent caricaturée. Sans doute, je le dis très simplement, n'avons-nous pas suffisamment dit et même revendiqué ce que nous faisons dans nos villes comme au niveau national. Cela fait longtemps que je travaille sur ces problèmes, parce que dans ma ville, j'ai lancé une action très forte sur la sécurité, comme beaucoup d'autres l'ont fait depuis le début des années 2000. J'ai beaucoup travaillé sur ces questions et je regarde ce qui a été fait par la gauche et par la droite. Force est de constater que depuis 20 ans, toutes les innovations qui ont été portées en matière de sécurité l'ont été par nous. La prévention, l'îlotage, les aides aux victimes, les contrats locaux de sécurité, les adjoints de sécurité, la police de proximité. Et je le dis ici devant Pierre Joxe, devant Daniel Vaillant, qui ont été deux ministres de l'Intérieur, qui portaient haut et les valeurs de la République et la nécessité de la sécurité, faisant d'un de tout cela. Voilà véritablement ce que nous avons eu tort peut-être de ne pas revendiquer suffisamment, comme lorsque nous ne parlons pas suffisamment de ce que nous faisons dans nos villes. Les socialistes, parce qu'ils sont profondément républicains, savent que le désordre bénéficie toujours aux plus puissants et fragilise toujours les plus faibles. C'est pour cela que nous n'avons pas de questions à nous poser. Nous sommes au cœur du projet qui est le nôtre. Mais le mal est profond. Et je crois qu'il serait malhonnête de dire qu'une mesure magique existe. Pas plus d'ailleurs qu'il n'existe un homme ou une femme providentielle qui réglerait la question. Il nous faut vraiment porter une vision globale de la protection des Français et des moyens d'assurer la sécurité. C'est tout le sens du pacte national de protection et de sécurité publique que nous proposons. À la fois une politique qui concilie le temps court, il faut agir tout de suite, celui de la réaction, de la répression et de la sanction, et le temps long, celui de l'anticipation, de la prévention et de la dissuasion. Une politique qui fait toute sa place à la réparation due à la victime, mais aussi à la réinsertion nécessaire pour ceux qui ont été des délinquants à nos règles. Une politique du résultat et non pas du coup d'éclat, comme on le voit aujourd'hui avec le président de la République. Ce qui importe aujourd'hui, et je commence par là parce que nous le pensons profondément, c'est d'avoir une vision globale de la protection des Français et des moyens d'assurer la sécurité.
Elle ne peut pas être l'affaire de coups de force ou de multiplication de mesures répressives aussi bien inappliquées qu'inapplicables. C'est ce que l'on voit d'ailleurs aujourd'hui. Nous l'avons déjà dit, nous le redisons, la violence ne peut jamais se justifier car dans une démocratie, les inégalités et les injustices se combattent par le droit, par le travail, par l'effort, par l'engagement, mais aussi par le respect des règles collectives et par le respect que l'on doit à chacun. Donc tenons le discours de la vérité, faire baisser le niveau de tension et de violence dans la société, c'est d'abord agir à la racine. Une politique qui concourt à lutter contre l'échec scolaire et porte chaque enfant vers l'excellence, car l'éducation d'aujourd'hui, c'est aussi la sécurité de demain. Voilà, par exemple, ce que nous disons. Lutter contre la ségrégation, contre la relégation dans certains quartiers, comme nous essayons de le faire chacun de notre ville, c'est absolument essentiel. Repenser la ville, oui, c'est nécessaire. Car nous devons, mes chers amis, bâtir une société qui crée de la sécurité. On nous a tellement dit la prévention, ce n'est pas la bonne solution. Eh bien, la vraie prévention, c'est celle qui crée une société apaisée, avec des liens sociaux d'une autre nature entre les hommes et les femmes entre eux, et qui, lorsqu'il y a de la délinquance, sait répondre avec effectivement justice et efficacité. Mais il nous faut créer cette société. La société actuelle crée de la violence. Regardez les rapports entre les gens dans la rue, regardez l'agressivité, la difficulté de la vie qui entraîne cette agressivité. Rien ne justifie, encore une fois, le passage à l'acte, mais tout justifie pour des hommes et des femmes comme nous d'améliorer la tranquillité, d'apaiser la société, parce que cela, c'est le fond même du travail que nous devons faire pour descendre, baisser le niveau global de sécurité. Nous l'avons dit il y a quelques jours à Lille, nous ferons une ville qui retrouve toutes ses fonctions, comme c'est le cas ici maintenant à Créteil, toutes les fonctions dans chaque quartier, une mixité essentielle si nous voulons, avec la qualité des conditions de vie, améliorer et réduire le niveau d'insécurité. Moi, je le dis simplement comme je le vis. Quelle image la société renvoie-t-elle à ces jeunes qui vivent souvent dans des immeubles délabrés, sales, dans un environnement qui n'est pas constitué, dans une ville où il n'y a même pas d'îlots, de rues, où on habite dans des cités appelées A, B, C et où on ne se reconnaît pas? Comment ne pas comprendre qu'avec l'image que la société leur renvoie, ils perdent y compris la fierté d'eux-mêmes et passent souvent à l'acte? Alors encore une fois, cela ne le justifie pas, mais cela permet de comprendre comment nous pouvons aussi nous attaquer aux racines mêmes de l'insécurité. Nous avons beaucoup à faire et c'est la raison pour laquelle le projet que les socialistes proposent est un projet cohérent. Le projet éducatif global dont nous parlerons dans nos travaux pour l'égalité réelle est une réponse aussi véritablement essentielle, comme tout ce que nous essaierons de faire pour que les discriminations se limitent, pour que chacun, non pas soit opposé à celui qui est différent, mais comprenne la différence, là aussi l'inverse de ce qui est réalisé aujourd'hui. Toute réponse qui donne la possibilité aux jeunes de savoir qu'en respectant les règles, ils pourront réussir leur vie, va dans le bon sens. Même si, et nous le proposons, nous devons, lorsqu'il y a des violences à l'école, essayer, y compris à l'intérieur de l'école, de proposer des réponses, comme un tuteur, par exemple, pour éviter la prévention de l'exclusion scolaire, ou des mesures qui permettront de réparer dans l'école ce qu'on en a détruit lorsqu'on a commis un délit. Plus largement, c'est en relançant l'ascenseur social, cet ascenseur qui fonctionne aujourd'hui, mais uniquement à la baisse. C'est ce que tous les jeunes et tous les adultes aujourd'hui peuvent voir dans notre pays. Il faudra donc montrer que, loin des stéréotypes et des préjugés, chacun a sa place dans notre pays et que les discriminations n'ont aucune raison d'exister dans un pays qui porte la liberté, l'égalité, la fraternité au pignon de l'ensemble de nos communes. Oui, nous voulons une société qui crée de la sécurité, c'est un travail indispensable, je viens de le dire, mais nous devons aussi apporter des réponses concrètes pour lutter contre la délinquance et l'incivilité. Avec une politique globale et équilibrée,
avec l'exigence impérative de résultats. Il n'y a pas d'idéologie dans la sécurité, il y a la nécessité d'être efficace dans les propositions que l'on porte, et on n'est pas efficace quand on n'est pas juste dans les politiques que l'on propose. Nous proposons d'abord une politique de sécurité qui puisse être adaptée à chacun des territoires, mais aussi qui puisse être une politique globale, nationale, car c'est à l'État, effectivement, de remplir ses missions globales de sécurité dans notre pays. Mais c'est aussi l'affaire de tous. La sécurité ne se décrète pas. Elle se construit jour après jour en mobilisant ensemble les élus locaux, les préfets, les forces de police et de gendarmerie, la justice, mais aussi toutes les associations et notamment les associations de prévention qui travaillent sur les territoires, sans oublier bien sûr les parents. S'il faut tout faire pour créer les conditions d'une société pacifiée, je crois qu'on ne répondra pas à la question s'il n'y a pas une véritable force de dissuasion que constitue la présence de la police partout sur le territoire. Et là aussi, je crois qu'il faut dénoncer le péché initial de la politique du président de la République, la suppression de la police de proximité en 2003. Et je crois que c'est un bon exemple. Et si j'en parle aujourd'hui, Jean-Jacques Avrin est avec nous. Il était à l'époque, chacun s'en souvient, directeur de la sécurité publique de Toulouse. Il est aujourd'hui adjoint au maire. Il a fait les frais de la police de proximité parce que, dans le fond, le président de la République, il n'aime pas ce qui marche quand c'est fait par la gauche. C'est la seule raison. La seule raison qui fait qu'il a supprimé en 2003 la police de proximité. Et d'ailleurs, le feuilleton a continué, puisqu'en 2008, il s'est rendu compte, nous l'avons véritablement vu, que la police de proximité, ce n'est pas seulement un rôle de prévention, c'est un rôle de dissuasion, un rôle d'élucidation, car quand la police est là, d'abord, évidemment, la population est rassurée, mais les liens se nouent, et c'est ainsi que l'on peut effectivement arriver à élucider un certain nombre d'affaires. Nous lui avions répété maintes fois, et il nous avait dit non, ça ne sert à rien. Eh bien, en 2008, il a remis en place très peu, d'ailleurs, il faut bien le dire, beaucoup moins fortes, mais les unités territoriales de quartier, les UTEC. Alors là, vous me dites, bon, ben, c'est parfait, ça y est, elle est là, la police de proximité. Eh bien non, d'abord, on l'a très peu utilisée, et puis dès 2010, il a décidé de supprimer les UTEC. Les UTEC n'étaient pas efficaces. Il est vrai qu'on y avait mis beaucoup de jeunes policiers peu préparés à ces tâches. Et ce n'est pas comme cela qu'on arrivera à régler les problèmes lourds de certains quartiers. Alors aussitôt, vous allez me dire c'est terminé. Eh bien non, ce n'est pas terminé. On vient de nous annoncer qu'on allait créer des brigades spéciales de terrain, BST. Le mot est dur. Il doit faire peur, mais la réalité malheureusement n'est pas là. Nous n'avons toujours pas cette police proche de la population qui permet de dissuader, de discuter, de tendre la main, de donner une claque parfois, je ne parle pas physiquement, à un jeune qui va dériver. Voilà ce que nous avons besoin. Nous ne l'avons toujours pas et pourtant le président continue émission après émission, débat après débat, à dire aux Français « mais c'est inacceptable qu'on attaque une personne âgée ». Est-ce acceptable? Mais non, ça ne l'est pas, Monsieur le Président. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est que côté cour, vous nous parliez de police et côté jardin, vous supprimiez la police, la gendarmerie dont nous avons besoin et les magistrats pour juger. Voilà ce qui est inacceptable aujourd'hui dans notre pays. Voilà pourquoi votre politique n'a amené que de l'insécurité, car c'est cela aujourd'hui la situation de la France. Alors, il y a ce penchant aujourd'hui insupportable de ce double discours. Moins de policiers, moins de gendarmes, moins de magistrats. Je redis les chiffres quand même. 7 400 policiers en moins pour la période 2009-2011 et on nous en annonce 4 000 encore en moins entre 2011 et 2013. Je crois vraiment qu'il faut rompre avec cette politique et notamment avec la pratique que le président de la République a menée d'une police comme d'une force armée quasi militaire qu'il projette sur un terrain d'opération. La population des quartiers n'est pas l'ennemi des Français, ce sont les Français. On ne peut pas les traiter ainsi. La police n'est pas l'ennemi de la population, sont parfois opposés, bien sûr, à ceux qui ne respectent pas les règles, mais elle est au contraire son partenaire pour que les conditions de vie vivent mieux. Et ce n'est pas en envoyant ainsi la police, qui fait d'ailleurs aussi peur dans ces conditions-là à la population qu'à ceux qui sont censés poursuivre, que l'on réglera les choses. De même qu'il est intolérable que la police se fasse tirer dessus, et nous mettrons un point d'honneur, nous avons des propositions
pour durcir la législation sur le trafic, la vente et le port d'armes. Je ne sais pas pourquoi la droite ne l'a pas fait. De même, il est absolument invraisemblable de pilonner ainsi un quartier pendant plusieurs jours pour quitter ensuite ce même quartier. Cela ne donne aucun résultat. On l'a vu encore récemment dans le quartier de Villeneuve, de la Villeneuve à Grenoble. C'est la politique du coup de poing et cela ne règle rien, c'est bien connu, cela fait sans doute des belles images, ça donne l'impression d'un volontarisme, mais c'est l'inverse en matière de résultats. Nous voulons, nous, que la police nationale ait les moyens de remplir la mission qui est la sienne, et cette mission est aujourd'hui pervertie. Je relis ce qu'est sa mission dans les textes parce que c'est une très belle et très noble mission. Concourir sur l'ensemble du territoire à la garantie des libertés, à la défense des institutions de la République, au maintien de la paix et de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens. Voilà comment une République qui fonctionne doit donner les moyens, effectivement, à la police, à la gendarmerie, de remplir cette mission dont nous avons besoin. Alors nous le disons, et ce n'est pas seulement un terme technocratique, c'est un affichage important. Nous ferons voter une loi de programmation et de coordination sur la sécurité et la justice pénale pour dire véritablement que pour nous, la sécurité est une priorité, mais dans les actes, dans la réalité et pas dans les mots. L'effectif des gendarmes sera porté à 100 000 et celui du corps d'encadrement et d'application de la police nationale à 105 000. Et puis, nous redéploierons les forces pour davantage de présence dans les villes et les quartiers, là où c'est nécessaire. Nous enlèverons les tâches indues qui aujourd'hui prennent trop de temps aux policiers et aux gendarmes pour leur permettre d'assurer pleinement leur mission. Oui, il y aura sans doute des zones de sécurité prioritaires pour affecter plus de besoins là où c'est nécessaire. Mais la police doit être partout, dans les zones rurales comme dans tous les quartiers, parce que c'est la force même d'une République de faire respecter la règle à tout moment. Rien n'est plus efficace que la proximité et la connaissance du terrain. Nous le savons, nous le vivons. Quand on est élu local, on le sait mieux que quiconque. C'est pourquoi nous déploierons partout où c'est nécessaire une police de quartier, proche de la population, sachant agir vite, et bien par une connaissance très fine des habitants et du tissu local. Elle symbolisera d'ailleurs la présence durable de l'État dans ces territoires et aura ainsi les moyens de rétablir une confiance essentielle avec les habitants. Ce sera par ailleurs, je le redis puisque le président ne le comprend pas, un formidable outil au service de l'élucidation des enquêtes. Plus généralement, je crois qu'il faut redonner du sens à l'action des forces de sécurité. Je parle souvent dans ma ville avec les policiers. Ils n'en peuvent plus d'être traités ainsi. Ils n'en peuvent plus de ne pas pouvoir remplir leur mission et de se le voir reproché par la population. Il faut leur redire la confiance que nous leur portons. Il faut les aider, former les plus jeunes à pouvoir remplir une mission large qui doit être la sienne, et notamment une mission de médiation et d'initiative. Car nous le savons bien, et nous l'avions vécu avec la police de proximité, c'était souvent la police, lorsqu'elle était là, qui permettait effectivement de régler beaucoup de petits problèmes que la justice n'a pas le temps et les moyens de régler. Je veux dire à ce niveau-là un mot sur la vidéosurveillance. Je l'ai dit tout à l'heure, pour nous, la sécurité, ce n'est pas de l'idéologie. La sécurité, c'est une réalité d'un droit que nous voulons faire exister pour tous. Eh bien, les réponses à la sécurité ne doivent pas non plus être idéologiques. Il n'y a pas de moyen miracle pour régler les choses. Et quand on veut remplacer la présence humaine par de la vidéosurveillance partout, je crois qu'on se trompe. Alors nous disons oui à la vidéosurveillance partout où c'est utile, où c'est justifié. Personnellement, j'ai effectivement beaucoup de caméras dans ma ville, dans les parkings, dans les transports publics, pour élucider aussi un racket que nous connaissons et que nous voulons connaître. Là où c'est utile, eh bien, il faut que ce moyen existe, mais jamais comme un moyen qui remplace véritablement la présence humaine. Je crois qu'on a bien vu ce qui s'est passé à Londres, qui était considéré comme l'Eldorado de la vidéosurveillance. Il y a eu récemment un rapport de Scotland Yard qui reconnaît que cette vidéosurveillance qui fait qu'à Londres, chaque habitant est filmé à peu près 400 fois par jour. C'est d'un coup absolument délirant, parce que si on n'a pas des gens pour regarder derrière les caméras, ça ne sert à rien, et il vaudrait mieux qu'ils soient dans la rue, je le crois en tout cas. Et puis surtout, le faible impact que ça a eu sur la délinquance est tout à fait frappant.
Alors nous, eh bien, nous gardons cet outil là où il fait ses preuves et nous l'utilisons comme un outil efficace quand il peut le faire. C'est comme cela que nous agissons, car dans le fond, pour nous, la réponse à la sécurité, ça ne doit pas être les sbroufs, ça doit être tout simplement la capacité d'apporter des résultats. Au-delà des forces de sécurité, l'engagement de l'ensemble des acteurs locaux avec le maire en chef d'orchestre est indispensable. Et là, je me permets de citer tout ce qui a permis à François Rebsamen, à Jean-Jacques Urvoas et à tous les autres qui ont travaillé avec nous de porter nos réponses. Je regarde ce que font les maires. Monsieur Estrosi a dit cet été, les maires socialistes ont renoncé sur la sécurité. Eh bien qu'ils viennent dans nos villes, qu'ils viennent voir l'Office de tranquillité à Toulouse, les citoyens référents à Aubervilliers, les cellules de veille à Lille, la maison des parents désorientés par la violence des enfants à Bondy, les groupes opérationnels contre la violence en bande à Sarcelles, le réseau des habitants solidaires à Tourcoing. Voilà simplement quelques exemples parmi beaucoup d'autres de ce que nous mettons en place en prenant en compte la réalité du terrain. Mais nous le savons, il faut avoir aujourd'hui, ce qui n'est pas encore le cas, un éventail de réponses pour pouvoir sanctionner les actes délictueux. Moi, vous savez, j'ai toujours eu une seule règle en la matière. Tout acte d'incivilité ou de délinquance doit entraîner une sanction rapide, juste et proportionnée. Et si l'on a ça en tête, ce qui est dans le fond une application des règles de la République, être efficace et être juste, c'est véritablement cela que d'être républicain, eh bien je crois qu'on peut avancer. Force est de constater aujourd'hui que nous n'avons pas suffisamment d'éventail de réponses pour répondre à tous les cas particuliers et pouvoir donner une sanction qui soit immédiate, parce que c'est aussi la rapidité du lien entre la sanction et l'acte qui est essentielle. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La justice ne travaille pas dans des délais raisonnables et elle doit aujourd'hui aussi être capable de suivre l'exécution des peines. Nous savons qu'aujourd'hui, qu'environ 80 ou 90% des petits actes conduits par les jeunes dans les quartiers donnent lieu à un classement sans suite 1 an et demi ou 2 ans après. Et nous savons pertinemment que si le premier acte n'est pas sanctionné, eh bien alors la République n'est pas là. Et alors nous lâchons prise dès le départ. Il nous faut nous donner des réponses. Et pour cela, il faut une justice qui soit capable d'avoir les moyens pour répondre avec rapidité. Je voudrais simplement rappeler que le budget de la justice nous situe au 23e rang européen des dépenses de justice par habitant. Une fois qu'on a dit cela, on comprend bien que la sécurité n'est pas une priorité aujourd'hui du gouvernement. Pourtant, chacun voit bien qu'il faut plus de magistrats quand on sait que 55 000 condamnations, par exemple, n'ont pas été exécutées faute de moyens cette année. À quoi sert de prononcer une peine si elle n'est pas exécutée? Il n'y a plus de place en prison ou en centre éducatif, il n'y a plus d'éducateurs disponibles pour encadrer un travail d'intérêt général ou de réparation. Notre société est alors désarmée devant la délinquance. De la même manière, nous devons trouver, je le disais, un éventail du possible pour répondre à tous les cas. L'enfermement à tout va n'est pas une bonne solution. Quand c'est possible, la sanction doit être liée à la réparation. Et nous avons beaucoup travaillé sur l'exemple des Pays-Bas, que personnellement j'ai mis en place dans ma ville sous une forme un peu différente. Lorsqu'un jeune est arrêté par la police parce qu'il a commis une petite infraction, il est renvoyé au bureau, aux Pays-Bas on appelle HALT, l'alternative de sa commune, qui lui demande immédiatement de réparer directement sa faute. C'est pour cela qu'il nous faudra développer encore les travaux d'intérêt général, insuffisamment développés dans notre pays, à la disposition de la justice pour faire en sorte que chaque acte délictueux donne lieu à un travail de réparation. C'est essentiel qu'il en soit ainsi. Et puis, il nous faut revitaliser ces délégués du procureur. Vous savez, ces hommes ou ces femmes, anciens proviseurs, anciens policiers, anciens gendarmes, à qui la justice confie la résolution de 7 ou 8 petites affaires, mais qui accueillent les parents avec le jeune, qui demandent aux parents de réaliser et de sanctionner, car on ne met pas un jeune de 9 ans sur une tâche d'intérêt général, on lui empêche d'aller au foot, de regarder la télévision si c'est cela qui lui plaît, la sanction immédiate. Mais on lui donne aussi, s'il est plus grand, des tâches d'intérêt général pour aller
accroître la propreté dans son quartier, pour ramasser les feuilles mortes dans ses jardins. Bref, dire à la société « je vous rends ce que je vous ai pris », voilà ce que sont ces délégués du procureur, mais qui aujourd'hui ne peuvent plus exister car les magistrats n'ont plus le temps de s'occuper de ces petites affaires. Mais ce sont souvent elles qui demain créeront des délinquants beaucoup plus graves et qui empoisonnent la vie de nos concitoyens. Alors oui, il va falloir les développer, comme d'ailleurs les stages d'éducation et de citoyenneté que Laurent Catala met en place ici à Créteil pour favoriser la responsabilisation des mineurs quand une infraction est commise contre une institution publique. Le dispositif doit être gradué. Pour Nicolas Sarkozy, on l'a vu, la situation est binaire. Soit il n'y a pas de policiers dans les quartiers, c'est ce qu'on voit à peu près partout aujourd'hui, soit ils descendent très rapidement, avec brutalité, pour essayer de régler un problème. Pour nous, nous nous inspirons aussi de la riposte graduée mise en place à Aulnay-sous-Bois. Quand il y a un problème, eh bien c'est d'abord les fonctionnaires de la ville qui vont intervenir, les médiateurs. Et quand ça ne marche pas, la police municipale y va. Et si le problème n'est pas réglé, alors la police nationale arrive. C'est simple, c'est efficace et ça marche. Pourquoi ne pas y travailler de manière effectivement coordonnée ? La récidive est un autre symptôme de l'échec de la politique actuelle. Quel est le sens d'une politique qui se contente de réprimer les actes délictueux sans essayer de sortir les auteurs de ces actes de la spirale de la délinquance? Et là aussi, nous proposons de nouveaux outils. Tout d'abord, et chacun le sait, il y a dans un certain nombre de quartiers des jeunes et des moins jeunes qui posent problème à ce quartier. Ils ont souvent collectionné les peines de prison, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et à chaque fois les habitants attendent avec inquiétude leur retour. Eh bien, il nous faut trouver des nouvelles réponses. Par exemple, donner la possibilité aux juges de prononcer des peines complémentaires comme l'interdiction d'accès à certains quartiers ou de rencontrer certaines personnes pendant un certain délai. Par exemple, aussi, lorsque c'est nécessaire, de conduire ces jeunes ou ces moins jeunes dans ces centres de discipline et de réinsertion que nous voulons mettre en place, qui sont plus fermes, j'allais dire, que les centres de placement immédiat, qui permettent d'aider des jeunes qui ont commis un acte à retrouver le bon chemin. Là, pour ces centres de discipline et de réinsertion, je crois qu'il faut s'inspirer de l'Allemagne, qui, dans ces centres qui peuvent être fermés à un moment, puis réouverts selon la façon dont le jeune se comporte, parle évidemment de respect des règles, de rappeler effectivement ce qu'est une république et la vie en société, mais apporte aussi à ces jeunes les moyens de réinvestir une formation pour pouvoir sortir et se réinsérer dans la société. Enfin, nous voulons une juste réparation des victimes. L'accueil et la protection personnalisée des victimes sont indispensables et prioritaires. Cela commence dès les commissariats, où il faudra prévoir des dispositifs pour les situations prioritaires, accompagnement par des psychologues ou autres. Et puis, dire les choses aussi simplement, à chaque fois que ça ne gêne pas la poursuite d'une enquête, faire en sorte que les victimes puissent être informées du déroulement de cette enquête, puissent savoir ce qu'ont été les suites et les décisions judiciaires de ceux qui les ont conduits à être victimes à un moment donné. Et je crois qu'il faut saluer là les associations de victimes qui accompagnent très souvent par leur conseil, leur assistance, certains de nos concitoyens qui sont en grande difficulté, et il faudrait faire en sorte qu'ils puissent exister partout. J'en terminerai en disant que, loin d'opposer les uns aux autres, une politique de sécurité ne fonctionne que lorsqu'elle est coordonnée. Lorsqu'elle est coordonnée, parce que c'est cela qui entraîne véritablement l'efficacité. Il nous semble qu'il faut un rôle renforcé pour les maires dans la politique de sécurité. Qui mieux que le maire connaît sa commune? Qui mieux que le maire correspond pour les habitants à l'autorité légitime, à une continuité de la puissance publique à leur côté? Donc nous proposerons une nouvelle génération de ces contrats locaux de protection et de tranquillité publique qui permettent à tous, à l'État, à la police, à la gendarmerie, aux magistrats, aux associations de prévention, à tous ceux qui concourent à la sécurité dans les villes, à pouvoir travailler ensemble et pouvoir s'engager sur un contrat qui jour après jour, sera amélioré, sera discuté, sera mesuré, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de réponse permanente, il y a une adaptation nécessaire permanente. Les maires devraient pouvoir également saisir la justice au nom d'un groupe d'habitants, quand la loi du silence s'impose souvent aujourd'hui. Il est intolérable que certaines familles vivent terrorisées parce qu'elles ne souhaitent pas, elles ne peuvent pas parler parce qu'elles ont peur des représailles. J'ai dit que le maire devait avoir un rôle central, mais pour autant,
Il ne s'agit pas pour nous de municipaliser la sécurité. L'égalité entre les territoires doit relever de l'État, c'est cela aussi la République. Mais nous harmoniserons dès lors les compétences des polices municipales, car aujourd'hui tout part dans tous les sens. Certains même arment leur police municipale. Elles doivent être recentrées sur la tranquillité publique et bien évidemment comme une collaboration absolue avec la police, la gendarmerie et la justice. Enfin, nous voulons que le métier des policiers et des gendarmes soit reconnu dans ce qu'il est véritablement. Aujourd'hui, ils sont mal préparés aux multiples facettes de leur mission, mal évalués et aussi mal reconnus. Même si cela apparaît technique, je le dis parce que c'est pour nous essentiel, il faut qu'au sein du ministère de l'Intérieur, il y ait une véritable direction de la formation, qui d'ailleurs travaille sur les nouvelles réponses à apporter au fur et à mesure qu'elles sont inventées ou qu'elles sont nécessaires, et qui permettent d'aider notamment les jeunes recrues qui aujourd'hui sont souvent en grande difficulté. Voilà, chers amis, ce que nous voulons pour la sécurité des Français. Je crois que nos propositions sont solides, elles le sont d'autant plus qu'elles sont déjà aujourd'hui travaillées, sans évidemment parler de l'absence de magistrats et de policiers qui nous font tous cruellement défaut. Ces propositions nous engagent, on en parlera très longuement pendant toute la journée, celle-ci et beaucoup d'autres, parce que ce sujet de la sécurité, contrairement à ce que la droite veut faire croire, les socialistes sont à leur place sur ce sujet. Ils sont à leur place quand ils combattent les injustices, et l'insécurité est une forme grave d'injustice. Ils sont à leur place quand ils défendent la liberté, et nous le savons, il n'y a pas de liberté sans sécurité. Comme nous le disons aussi au président, il n'y a pas de liberté et il n'y a pas de sécurité sans égalité, parce que l'inégalité est une violence parmi d'autres. Les socialistes sont à leur place quand ils défendent les fondements de la République et le droit à la sûreté, à la tranquillité est un fondement historique de la République. Nous ne voulons pas d'une France qui a peur, qui se replie sur elle-même. Nous voulons un pays apaisé, un pays qui fédère ses forces, un pays qui retrouve confiance dans son projet et dans son avenir, un pays aussi qui aime sa jeunesse, au lieu de la stigmatiser, qui la protège et qui donne à chacun la possibilité de réussir sa vie dès lors qu'il respecte les règles, un pays qui soit finalement rassemblé autour de ses valeurs. Donc nous traçons un chemin nouveau, c'est le travail que nous faisons aujourd'hui, jour après jour. Cette nouvelle donne pour la sécurité traduit au fond une exigence, car pour les socialistes, la sécurité ce n'est pas un sujet parmi d'autres. Ce n'est pas un thème qu'on agite de temps en temps, c'est un droit pour tous et partout dans le pays, c'est le sens des propositions que nous réalisons, parce que nous n'avons pas le devoir de parler sur la sécurité, nous avons le devoir d'agir avec volonté, responsabilité et efficacité. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous montrerons grâce au travail de chacun aujourd'hui. Soyez-en remerciés. Je vérifiais que le micro marchait, à défaut de tablette. Bon, chers amis, chers camarades, d'abord permettez-moi aussi de vous saluer, vous tous élus, membres du comité de pilotage qui, avec Jean-Jacques Urvoas, ont travaillé à l'élaboration des propositions, à l'élaboration de ce pacte national de protection et de sécurité publique. Quelques mots avant de vous présenter le forum tel qu'il va se dérouler cet après-midi. Quelques mots pour vous dire que, effectivement, nous ne devons plus nous laisser caricaturer par nos adversaires politiques sur le problème de la sécurité publique.
Nous ne devons plus le faire, nous ne devons plus avoir d'état d'âme pour faire savoir à nos concitoyens que pour la gauche, la sécurité est bien au cœur de son projet, parce que c'est au cœur du pacte républicain. Et à cet égard, Martine l'a dit, le courage, disait Jaurès, c'est de chercher la vérité et de la dire, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe. Or, ce mensonge, il est proféré tous les jours, parce que quand on constate ce qu'ont pu faire nos ministres de l'Intérieur successifs, de Pierre Jox, ici présent, dont je salue bien évidemment la présence cet après-midi, avec la modernisation, le plan de modernisation de la police nationale, avec la création de la police scientifique et technique dont on voit aujourd'hui la portée, jusqu'à Daniel Vaillant, dont je salue également la présence qui est ici, avec la création et la mise en place de la police de proximité. À cet égard, permettez-moi juste un mot pour saluer Jean-Pierre Avrin, qui doit être parmi nous et qui est le symbole, pour moi, en tous les cas, et je pense pour tous les hommes de gauche, qui est le symbole de cette méconnaissance profonde ou de cette vision particulière que Nicolas Sarkozy porte sur les problèmes de sécurité. Et oui, c'est au cœur du pacte républicain, ce projet, celui que nous vous présentons, parce qu'il concerne la sécurité au quotidien, Martine l'a dit, et l'activité des services exerçant la sécurité publique vise l'objectif assez simple, extrêmement difficile à réaliser, à faire respecter le droit de toute personne à la sûreté, et cela, pour nous, doit s'appuyer sur 3 principes que je vais rapidement décliner. Permettez-moi également de dire et de redire combien la caricature dont nous subissons tous les jours par nos adversaires politiques, la critique permanente est injuste. Elle est injuste parce que quand on veut juger une politique, on la juge sur son efficacité et sur ce qu'elle apporte à nos concitoyens. À cet égard, ce que l'on peut porter aujourd'hui comme constat, eh bien, c'est l'inefficacité, j'allais même dire la faillite, je crois, la faillite de la politique sécuritaire de Nicolas Sarkozy. Et cette faillite, elle se traduit, malgré des chiffres trafiqués, malgré des statistiques trafiquées, elle se traduit par une évolution, une augmentation des violences, des atteintes faites aux personnes et aux biens. Et en plus, le lien entre le service public, nous ne le dirons jamais assez, le service public de la police nationale et la population s'est nettement distendu, on le voit notamment vis-à-vis de la jeunesse. Alors ces principes rapidement présentés, c'est d'abord bien sûr de rappeler que la sécurité est d'abord une compétence régalienne. Elle se trouve au cœur du contrat social qui lie les citoyens et leurs gouvernants au sein de la République. C'est par essence une compétence régalienne. Elle met en jeu les institutions régaliennes, que ce soit la justice, que ce soit la loi, les forces de sécurité. Et elle est partie intégrante, je crois, d'une politique globale de sécurité sociale du pays, entendue au sens large. L'État ne doit donc pas se défausser sur les élus locaux ou sur les sociétés privées, même si l'on sait que la production de sécurité est une coproduction sur laquelle je reviendrai rapidement. Deuxième principe, c'est le refus de la stigmatisation des populations d'origine étrangère. Le gouvernement, dans une fuite gesticulatoire du déni, je crois, de l'inefficacité de sa politique et de recherche permanente du bouc émissaire, assume aujourd'hui ouvertement une politique de stigmatisation des populations immigrées. Et c'est pourquoi cela a été rappelé assez longuement, mais il faut y revenir. Nous assumons une approche sociologique de la sécurité, car tout cela est bien plus complexe et que quelques simplistes de droite veulent nous le faire laisser entendre. Effectivement, la violence, et on le sait, elle trouve sa source. Oui, comme cela a été dit, dans le chômage de masse. Elle trouve sa source dans les inégalités salariales. Elle trouve sa source dans la dureté des relations au travail, dans la ghettoisation urbaine, effectivement, dans l'échec scolaire, dans la perte de repères familiaux ou même dans la dévalorisation
de nos institutions au plus haut niveau de la République. Et faute de réponse globale, notre société, effectivement, se trouve démunie. Et les Français perdent confiance. Alors, nous voulons rappeler cela. Et pour cela, le troisième principe que nous appliquerons, c'est de refuser ce modèle spectaculaire, gesticulatoire, on pourrait dire, de la projection de force dans les quartiers, pour le remplacer par un concept opératoire de sécurisation pérenne de nos quartiers. C'est cela que nous devons rechercher. Refuser cette politique du spectaculaire, comme nous l'entendions encore, ma chère Martine, hier soir à la télévision, où nous voyons que le président de la République ne réagit qu'aux émissions de télévision, disant après tel journal de TF1 ou de France 2, vous pensiez que je n'allais pas réagir. Eh bien nous voulons autre chose qu'une politique spectacle, nous voulons une politique qui agisse véritablement pour la sécurité publique de nos concitoyens. Elle s'articule, et j'y viens, elle s'articule en 4 axes, je les présente comme cela, parce que ça va être le thème des 2 tables rondes qui vont venir. D'abord, la prévention et la dissuasion. Et là, effectivement, il y a une véritable coproduction à attendre, en faisant du maire le chef d'orchestre de cette politique territoriale de prévention et de dissuasion. Et pour cela, nous mettrons à la disposition des nouveaux outils. Nous relancerons cette politique. Je souris en regardant Daniel Vaillant, parce que nous avons signé ensemble le premier contrat local de sécurité de cette génération à laquelle malheureusement Nicolas Sarkozy a encore tordu le cou. Et nous relancerons des contrats locaux qui seront des contrats locaux de protection et de tranquillité publique, où le maire assurera la coordination et sera véritablement le chef d'orchestre. Mais il y a un élément nouveau sur lequel nous voulons attirer votre attention, mais vous le savez, vous les maires qui êtes au contact de ces difficultés de sécurité publique, au contact de ces difficultés sociales que connaissent nos concitoyens dans les quartiers. Il faut aujourd'hui, élaborer ces contrats, ces nouveaux contrats. Il faudra les élaborer avec la population, car rien ne peut se faire en matière de sécurité publique sans la population, sans son apport, sans sa réflexion et à la fin sans son évaluation. Et c'est pour cela que les directeurs départementaux de sécurité publique seront appelés devant les conseils municipaux pour rendre compte de leur politique et de l'utilisation des forces de l'ordre. Prévention, dissuasion, cela a été dit par Martine, je ne m'étendrai pas. La dissuasion, c'est bien sûr la présence humaine, mais c'est aussi la vidéo. C'est aussi la vidéo. Oh, la vidéo, c'est pas la panacée, effectivement. La vidéo, ça remplacera jamais la présence humaine. Mais la vidéo, c'est un outil qui peut être utile. C'est un outil qui peut faire baisser la délinquance. Et je pourrais prendre des exemples. Dans ma ville, par exemple, la vidéo dans les transports, où la moitié des faits de délinquance ont baissé après l'installation de ces caméras. Et donc, vous voyez, il y a là notre côté pragmatique de prendre en compte un outil nécessaire, mais qui ne peut être, qui est aujourd'hui à la charge en termes de fonctionnement des collectivités locales, et qui est un outil qui peut être utile, et c'est en ce sens que nous le prenons. Et puis, la deuxième partie de ce forum portera sur le couple nécessaire, le fonctionnement amélioré qu'il faudra avoir entre la police et la justice, pour que la sanction appropriée puisse effectivement être mise en œuvre. Et pour cela, je reprendrai une formule d'un magistrat qui s'est exprimé dans notre comité de pilotage et que je trouve tout à fait juste. Il conviendra, parce que nous savons qu'il faut du temps pour tout cela, il conviendra d'améliorer la culture policière de la justice et de dire à la police qu'elle doit aussi améliorer sa culture judiciaire. Je crois qu'avec cette formulation, on voit bien les efforts nécessaires qu'il faudra faire pour que le couple, le binôme police-justice puisse fonctionner efficacement, et qu'aujourd'hui, nous n'attendions pas pour des délinquants multirécidivistes, des fois 6 mois, 8 mois, l'application des peines. Je voudrais également dire à cet égard, je ne sais pas, à force d'avoir travaillé, retravaillé, si cela figure toujours dans nos propositions, mais je voudrais m'élever ici contre les peines planchées, contre ces peines planchées de prison qui rendent les juges distributeurs automatiques de peine, sans pouvoir prendre en compte l'aspect humain de chaque délinquant, et cela est nécessaire quand on le
veut vraiment pour traiter cette question. Là, comment vous dire les choses pour ne pas me répéter et ne pas répéter ce qui a été dit, vous dire que la sanction, elle doit être aujourd'hui, c'est clair, assumée, mais elle l'a toujours été. Elle l'a toujours été par les socialistes, mais elle doit être appropriée, elle doit être efficace. Et pour être exemplaire, elle doit s'effectuer. Et cela peut aller du simple rappel au règlement, de la convocation des parents, bien évidemment, jusqu'à des peines, à une condition, cela a été rappelé, que la réinsertion soit au bout, car la prison est aujourd'hui, malheureusement, une entreprise qui détruit, vu les conditions dans lesquelles sont accueillis les délinquants qui y passent leur peine. Voilà, mes chers amis, quelques mots d'introduction pour ces tables rondes. J'avais, en terminant, cette idée que, effectivement, nous ferons assurément diminuer aussi le sentiment qui peut exister, ce sentiment d'insécurité tant débattu par tous les sociologues de la sécurité urbaine, en ayant à l'égard des victimes une attention toute particulière, un accueil bien sûr, mais surtout une information continue sur le suivi, l'examen de leurs plaintes. Combien de victimes aujourd'hui ne sont même pas informées qu'entre les délinquants, ceux qui ont commis les actes de délinquance, ont été arrêtés? Combien le sont informés? Il n'y en a quasiment pas, car il manque de moyens cruellement. Alors les moyens, moi j'avais fait une proposition, c'était de sanctuariser le budget du ministère de l'Intérieur. Le sanctuariser, ça voulait dire, cela a été rappelé, porter les effectifs nécessaires en matière de gardiens de la paix, excusez-moi, je les appelle toujours comme cela, gardiens de la paix à 105 000, et puis en termes d'effectifs de gendarmerie à 100 000, c'est ce qui a été acté. Je crois que cela permettrait, avec un effort de redéploiement, de faire face aux attentes. Alors nous allons avoir une première table ronde qui va s'ouvrir sur merci à Florence Murassiol d'avoir accepté d'animer cette table ronde. Elle va être l'occasion, et vous le verrez, de voir la richesse des expériences de nos maires, de nos adjoints à la tranquillité publique qui portent ici ou là des expériences tout à fait intéressantes. Martine les a citées. Elles sont intéressantes parce qu'elles irriguent, elles influent sur notre conception au niveau national de la sécurité publique. Elles nous influencent positivement, qu'ils en soient remerciés, qu'ils soient remerciés de leur action et de leur présence. Merci. Voilà, après les discours, place au débat. Dans la salle, nous sommes toujours à Créteil pour le forum sur la sécurité des socialistes. Sur scène, derrière moi, vous voyez Jean-Jacques Urvoas et François Rebsamen, les deux architectes de ces propositions sur la sécurité. Et dans la salle, eh bien, des élus locaux pour leur répondre, et aussi d'anciens ministres, Elisabeth Guigou, ancienne garde des Sceaux, et Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur. Avec un rappel à la loi et inscription 3 ans au-dessus de leur tête, etc., etc. Ce même gamin, après la bêtise qu'il avait faite, à peine un mois après, il est repassé dans la commune, il y avait un petit cirque tout bête qui était là, il y avait des animaux qui s'étaient échappés, il était minuit ou 1h du matin, il est allé sonner à la gendarmerie, le même gendarme qui l'avait emmené chez le procureur est sorti et avec lui a ramassé les animaux qui s'étaient évadés et qui divaguaient et les a mis en sécurité. Je trouve que c'est vraiment un très bon exemple où on remet du lien aussi entre nos forces de sécurité, entre le citoyen, entre le jeune, et on a un réel rôle là pédagogique, on a ramené de l'autorité. Et l'autorité, il ne faut pas la confondre avec l'autoritarisme. Et l'autorité, on en a besoin à tous les niveaux. Et l'autorité, c'est pas seulement les uniformes, c'est pas seulement la justice. Ça ne doit devenir les uniformes et la justice que dans les cas extrêmes. Il faut vraiment la ramener avant, partout, dans les familles et à l'école. Et ça, ce boulot-là, effectivement, c'est sans doute nous, les élus locaux, qui pouvons le faire en lien avec police, justice et avec les autres acteurs. Voilà. Merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant à Michel Debat, qui est magistrat. Et je crois qu'il va évoquer plutôt les économies souterraines. Oui. D'abord, quelques petites remarques. C'est avec vraiment un grand plaisir que j'ai travaillé pour ce comité de pilotage. Et j'ai été, vous ne pouvez pas vous imaginer, très impressionné par la première table sur la prévention et le travail des élus locaux. En tant que magistrat, c'est là qu'on s'aperçoit l'importance
sur le terrain de la prévention, des élus, des maires. Et je pense que rien ne dit dans les textes que les magistrats ont voix première au chapitre sur le terrain de la prévention. Rien ne le dit. Et quand on voit l'expérience des élus locaux et des maires, on s'aperçoit que sur le terrain de la prévention, les magistrats ont une place comme les autres dans la réflexion commune pour aider dans la cité et servir la loi républicaine. Voilà, ça c'est la première chose. La seconde chose, j'ai été également très impressionné par ce qu'a dit Jean-Marie Le Guen sur la santé publique et les problèmes de santé publique sur le terrain de la sécurité. Et notamment, quand on, comme moi, malheureusement, fréquente les prisons et quand on voit les problèmes des jeunes délinquants, ces sujets-là ne sont pas assez abordés. Et c'était important de le dire comme il l'a dit. Alors, nous, c'est la répression. Alors je dois dire que là, la loi républicaine, nous magistrats et nous policiers, et notamment ceux de police judiciaire, nous donnent un rôle prééminent. Puisque nous sommes chargés d'élucider les affaires et de faire en sorte que les auteurs soient jugés avec toutes les garanties et notamment, bien entendu, l'importance du rôle de l'avocat. Donc c'est très important que la réflexion soit coordonnée entre la justice et la police sur les terrains de la répression. Et je ne peux que saluer ce qu'a dit Madame Guigou, Elisabeth Guigou, que j'ai eu l'occasion de servir à son cabinet. Et Dieu sait si nous avions des problèmes avec le ministère de l'Intérieur sur certains sujets. Il faudrait que maintenant, grâce à cette réflexion qui commence, ces sujets soient de moins en moins nombreux. Alors, il y a 3 domaines, rapidement, que je veux évoquer, car ils me semblent très importants parce qu'ils sont rappelés dans le texte des 22 propositions. D'abord, mieux assurer les missions de police judiciaire et de justice pénale avec la relation de la police de proximité. Il faut que la police judiciaire ait, à un moment donné, une capacité de proximité. La police judiciaire telle qu'elle est vécue actuellement, ce sont des grands offices, ce sont des capacités nationales et malheureusement, localement, la résolution des affaires ne se fait pas. Et là, Patrice a bien raison, la police technique et scientifique est fondamentale. Un mot également sur la vidéosurveillance. C'est là, localement, que dans le cadre d'une police technique et scientifique, elle a sa place pour la police judiciaire. Et donc, je pense que la police judiciaire, la mission de police judiciaire, elle doit être incluse dans notre réflexion sur la police de proximité. Le second élément, c'est mieux assurer la répression des délinquances financières. Alors, il y a bien entendu les économies souterraines, les économies souterraines qui sont formidablement importantes actuellement, mais il y a aussi toutes les délinquances financières qui actuellement ne sont pas traitées dans la presse quotidiennement. On le voit, il y a encore aujourd'hui un article dans un hebdomadaire célèbre là, qui vient de mettre le doigt sur l'importance de la lutte contre les délinquances financières, les saisies des avoirs, la lutte contre la fraude fiscale, la lutte contre le blanchiment de fraude fiscale. Tous ces éléments qui ont fait d'ailleurs l'objet d'un rapport très intéressant de l'Assemblée nationale sur les paradis fiscaux, tous ces éléments ne sont pas assez travaillés, ils ne sont pas assez réprimés. Et enfin, pour parler de la sanction pénale, il faut que la peine soit mieux adaptée. Là, on doit y réfléchir. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit par Jean-Pierre Mignard. Nous, magistrats, nous avons certes à sanctionner et à réprimer sévèrement lorsqu'il y a de la récidive, de la réitération, mais aussi nous devons mettre en œuvre des peines. Et là, on ne peut pas le faire seul. Je pense aux travaux d'intérêt général. On ne peut pas le faire seul. Il faut qu'on ait les capacités de pouvoir donner des alternatives à la prison, y compris dans la sanction pénale. Et je finis en un mot en disant que la justice a besoin de moyens. Et n'oubliez jamais, puisqu'on parle de sanctions, que la justice, ce sont les prisons. Et n'oubliez jamais l'état de nos prisons. Et là, nous devons faire un effort considérable sur nos prisons pour assurer des sanctions, mais dignes aussi de la loi républicaine. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va finir avec 2 interventions. Celle d'abord de Gilles Nicolas et ensuite, ça sera Gilbert Roger. Gilles Nicolas, qui est adjoint au maire de Nantes. Oui, merci. Je ne veux pas donc décrire le processus de police municipale de proximité à Nantes ou celui des médiateurs dans les quartiers, commission municipale de médiation. D'autres l'ont fait ici dans cette salle. Je crois ce qui pourrait être intéressant peut-être de développer, c'est par rapport au pouvoir régalien de l'État en matière de sécurité. Je crois que nos contrats locaux de sécurité, et avec tout ce que les maires ont dit aujourd'hui et ce qu'ils ont fait, on a atteint une limite. C'est-à-dire que les maires ont exploité toutes les possibilités qu'ils avaient, les uns dans la vidéosurveillance, les autres dans leur police municipale, les autres dans la médiation, etc., ou tout en même temps. Aujourd'hui, ce qu'il nous manque,
c'est de pouvoir peser réellement sur les stratégies locales de sécurité de l'État. Comment peut-on le faire? Comment peut-on le faire? Eh bien, je crois qu'il faut casser la logique de la statistique, la police de la statistique qui a remplacé la police de proximité, et contractualiser au plus près au local sur des objectifs clairement définis avec des indicateurs locaux et auxquels le préfet, les pouvoirs de l'État et le maire rendront compte à la population. Et seuls ces indicateurs locaux, on devra en tenir compte. Peser aussi sur les stratégies locales de sécurité, ce n'est pas forcément commander les moyens opérationnels, mais c'est peut-être influer sur ces moyens opérationnels. À Nantes, par exemple, dans le cadre du contrat local de sécurité dûment négocié avec la préfecture, on a imposé la présence du directeur de la tranquillité publique aux réunions de police. On peut très bien imaginer que dans les grandes villes, et lorsque nous serions aux manettes, l'ensemble des directeurs des tranquillités publiques assistent aux réunions de police où se fait beaucoup de choses. On peut très bien imaginer que le chef local de la police, en charge de la proximité, etc., le maire ait un pouvoir de notation dessus. De cette manière-là, et sans dépenser beaucoup de sous, on arrive à peser sur les moyens opérationnels. On peut imaginer aussi que les directeurs de la tranquillité publique des municipalités soient formés à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, qu'une culture commune, une synergie se fasse entre les responsables de police. On peut imaginer aussi que les commissaires, au-delà d'un certain grade, fassent leur mobilité dans les collectivités locales, ce qui ferait qu'on aurait une synergie sur l'ensemble des problèmes de la sécurité au quotidien et plus proche des habitants. Sur la demande sociale de sécurité aussi, je voudrais dire des habitants aujourd'hui ne parlent plus dans les quartiers. N'est-il pas possible d'étudier de manière judiciaire, je ne suis pas un grand juriste, mais que le maire, à un moment où dans un quartier on se tait par rapport à des voies de fait notoires, par rapport à un monde du silence, puisse porter plainte à la place d'un groupe? Peut-on imaginer que les gestes de révolte qu'il existe encore dans certains quartiers, au travers de la pétition, que de manière formelle, on puisse prendre judiciairement la pétition en tant que telle, comme un objet judiciaire identifié, non pas non identifié. Dernière chose, sur les multirécidivistes et ce que l'on peut appeler le contingent pénal. J'en ai parlé des fois avec notre association Cercle d'études pour la sécurité dans la démocratie qui a sorti une tribune aujourd'hui dans Libération. Ce qu'on appelle le contrôle de ces multirécidivistes. Il faudra peut-être se poser le problème, c'est le comment. C'est pas tout dire, il faudrait contrôler ces multirécidivistes. Moi je dis, on va assez loin. On dit que si on veut remettre de la police de proximité et que par rapport aux caïds du quartier ou par rapport aux habitants qu'il ait de la crédibilité, pourquoi pas donner aux policiers du proximité, naturellement sous le contrôle du juge, un pouvoir d'injonction préventive. Voilà, c'est quelques pistes. Merci beaucoup. On me dit que Joachim Mazanet voulait réagir. Oui. Voilà. Je suis là. Oui. J'étais inscrit, réinscrit, oui, retiré, remis. Mais alors très court, parce que... Non, mais très court, je ne vais pas beaucoup bavarder. Quand j'étais au syndicat, je bavardais un peu plus. Daniel se souvient. Je rappellerai simplement à tous les élus que quand on parle de victimes, il y a les victimes civiles, mais il y a aussi les victimes policières. N'oubliez pas aujourd'hui que par an, il y a en moyenne 10 000 policiers de blessés sur un corps de 100 000. Regardez la proportion. Rappelez-vous aussi qu'avec la diminution des effectifs, jusqu'aux années 2007-2008, nous étions un policier pour 495 habitants. Aujourd'hui, au 1er janvier 2010, au moment où je vous parle, c'est un policier pour 795. C'est pas moi qui le dis. Vous lisez celui qui était avant avec nous, celui qui est parti après ailleurs, Alain Boer, qui le dit. Donc, quand on regarde ce que la droite a fait, Nicolas Sarkozy, puisque j'ai travaillé avec lui aussi, quand j'étais secrétaire général, ce que la gauche a fait, moi je ne suis pas surpris de dire que la droite dit sur la gauche qu'elle s'occupe pas de la sécurité, c'est archi faux.
C'est la gauche qui tient le plus grand nombre de villes. La gauche n'a pas honte de parler de la sécurité. La sécurité appartient à tous nos concitoyens. Et moi, ce que j'aimerais bien aussi un jour, c'est que les élus, les maires, vous avez dans chaque circonscription un commissaire, que chaque semaine, on le réunisse au maire, avec le maire, et qu'on me dise ce qui s'est passé ou pas passé de la semaine. Aussi, de ne pas avoir peur de continuer la sécurité à l'approche des élections. Parce que bien souvent, on dit qu'il ne faut pas aller dans tel ou tel quartier pour pas trop froisser telle ou telle personne. Non, mais je l'entends de temps en temps aussi. Mais je crois que quand on va revenir au pouvoir, je crois qu'il faut remettre les policiers proches de la population, supprimer certains services, parce qu'on ne crée que des services. Il y a eu des problèmes à Grenoble, on a créé un service. Ça suffit des services spécialisés. Il y a les brigades anticriminalité, mais remettons un peu du bleu marine sur le terrain. Les brigades de roulement, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et c'est ceux-là qui doivent faire le rapprochement police-population et remettre aussi, comme on a toujours dit dans l'organisation syndicale à laquelle j'appartenais, c'est faire travailler l'éducation, la justice et la police main dans la main avec les élus et faire partenaire aussi travailler les organisations syndicales de la police. Il y a des organisations syndicales de la police républicaines qui ont toujours travaillé et qui sont pas, tous les policiers ne sont pas de droite. Vous avez certainement beaucoup plus de policiers à gauche qu'à droite quand même. Et ce délinquant où je vois bien dans la section d'entreprise qu'on est au ministère de l'Intérieur, mais il y a aussi des GSE en province qui participent à tout cela. Et simplement pour dire, faites-nous participer, même si vous ne voulez pas retenir nos avis, mais faites participer les partenaires sociaux qui existent aujourd'hui. Voilà simplement ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci à vous. Et enfin, pour finir cette table ronde, j'appelle Gilbert Roger. Et je suis désolée pour messieurs Verger et Lec, mais le temps nous est compté. Alors, pour Gilbert Roger, il n'est plus là. Alors, Francis Lec, si Gilbert Roger n'est plus là. J'ai un peu de chance, alors. Oui, vous voyez, c'est votre jour. Non, je voulais faire quelques observations. La première, c'est que Jean-Jacques et Rebsamen et François ont réussi une performance. Tout ce qui se dit résumé en 22 propositions, c'est tout à fait fabuleux. Ce que je veux dire quand même, c'est que ce dont on est frappé au niveau de la FNSR en particulier, c'est la richesse du travail qui est fait par nos élus. Et je pense que vis-à-vis de la population, notre force, il faut le rappeler d'une manière constante, ce sont nos maires, nos adjoints, nos conseillers généraux, nos présidents de conseils généraux. Et je lance encore un appel au niveau de la FNSR pour que toutes les contributions qui sont faites, tous les travaux qui sont faits au niveau des villes et des conseils généraux nous remontent. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes, nous sommes un peu trop cloisonnés. Il faut que l'on fasse partager aux uns et aux autres les expériences que nous faisons. Et je pense que ça va être un travail qui va être fait dans les semaines et dans les mois qui viennent, mais à condition que tout le monde fasse remonter ses propositions. La deuxième chose que je voulais vous indiquer, c'est qu'on aura un travail considérable, justice, police, etc., parce qu'il y a un véritable délabrement des services publics. C'est vrai qu'il faudra redonner des moyens et des capacités, mais le délabrement des services publics, en particulier au niveau de la justice et de l'éducation nationale, appelle une sorte de désespérance de nos concitoyens. Et je crois que l'enjeu majeur de notre message, c'est de comment faire en sorte de rétablir la confiance vis-à-vis de nos concitoyens. Quand on prend le problème de la justice, et quand on voit ce qui vient de se passer avec le parquet, avec Nanterre, etc., il faut que l'on soit clair. Il faut rétablir à ce niveau-là l'autorité judiciaire, l'indépendance judiciaire dont ont besoin de nos concitoyens. Ce sera dit d'une autre manière. De la même façon, quand on parle de violence scolaire, j'étais un petit peu en retard, François, parce que j'étais avec les 150 avocats et les présidents des autonomes de solidarité laïque qui représentent 500 000 fonctionnaires de l'éducation nationale qui sont inquiets au niveau de la violence scolaire. Eh bien, je peux vous dire une chose. Ils attendent de nous qu'il y ait au niveau des services publics une réponse de l'éducation nationale à leur angoisse. Ils attendent de l'autorité judiciaire, lorsqu'elle est saisie, une réponse par rapport aux poursuites pénales ou à la protection des victimes, ce que tu disais tout à l'heure. Bref. Moi, je pense qu'à l'échelon local, il faudra éviter, et même national, de faire encore des lois et des règlements. Tout à l'heure, tu as évoqué une chose qui est fondamentale, c'est l'évaluation.
Nous avons des lois et des règlements, mettons-les, chers camarades et amis, en application. Et quand on les a mis toutes et tous en application, lois et règlements, on fait le bilan et on fait l'évaluation. Si on fait déjà ça, je vous assure que sans créer de nouveaux textes, on aura progressé au niveau des libertés individuelles et collectives. Enfin, je pense qu'à l'échelon local, et on le voit au niveau des maires, des présidents de conseils généraux, les conseils généraux, ce sont les problèmes de prévention au niveau y compris de la délinquance, de la jeunesse, au niveau du social. Il faut qu'il y ait une autre relation plus favorable encore que l'on doit pouvoir aider entre les maires et les conseils généraux au niveau de leurs compétences respectives. Et puis c'est vrai qu'au niveau des pouvoirs, il faudra très clairement dire ce qui relève du régalien et ce qui relève effectivement de nos élus locaux qui ne demandent qu'à se mobiliser. Voilà un peu quelques éléments que je voulais apporter aux uns et aux autres. Merci beaucoup. Et pour ne pas faire de jaloux, si M. Verger est toujours là, voilà, je lui passe la parole, mais très vite. Cet après-midi depuis Créteil, ce forum du Parti socialiste sur la sécurité. Je vous rappelle les principales propositions qui ont été développées ici. D'abord, le retour de la police de proximité, la définition de zones prioritaires de sécurité et aussi l'augmentation des effectifs de police et de gendarmerie. Merci de nous avoir suivis cet après-midi. Tout de suite, vous retrouvez Michel Grossieur sur Public Sénat pour la preuve par 3. Il reçoit Michel Rocard. Très bonne soirée à tous sur les chaînes parlementaires.